Salut les égarés, dans cette vidéo, nous allons disséquer l'extension Les Jungles de Deltrac pour le jeu HeroQuest. Nouveaux héros, nouveaux monstres, nouvelles règles, on vous dit tout. Même les erreurs contenues dedans, et croyez-moi, il y en a. Tout d'abord, une présentation s'impose. Les Jungles de Deltrac sont la 9e extension sortie par Avalon Hill, filiale de Hasbro pour le remake de HeroQuest. Elle a été designée par Levi Combs. Nous avons essayé de le contacter pour lui poser quelques questions à ce sujet, mais il ne nous a malheureusement pas répondu. Fin novembre 2023, l'extension avait fuité par un revendeur canadien. Vous vous souvenez peut-être de cette image où on voyait une boîte avec l'image de ce qui faisait penser à un temple recouvert de végétation. Et par-dessus la boîte, on voyait des morceaux de figurines. Ensuite, en janvier 2024, Pixie Games, le fournisseur français d'HeroQuest, a publié sur son site web la page des Jungles de Deltrac. Celle-ci fut très vite retirée de leur site. Oups, boulette! Il ne restait qu'une trace de cette extension sur leur planning avec une sortie annoncée en août 2024. Et enfin, révélée officiellement par Hasbro à la fin mai 2024 lors de la UK Games Expo. La date officielle de sortie est le 20 septembre 2024. Mais il semblerait qu'il y ait eu un petit souci chez le fournisseur qui a livré la quasi-totalité des boutiques avec une semaine de retard. Oups, reboulette! Et oui, on ne peut pas être au Festival des Jeux de Vichy et faire des envois. Bref, sans plus attendre, parlons de l'intrigue de cette extension. Dans les Jungles de Deltrac, les serviteurs de Zargon ont volé aux réfugiés nains de la forteresse de Kellar une relique très ancienne, le diadème de Forgebraise. Depuis le vol, la jungle se transforme en un endroit corrompu par la terreur. Mentor charge les héros de retrouver l'artefact. Durant leur aventure, les héros vont prêter main forte aux nains, mais aussi aux Plantéens, qui est un peuple pacifique aux allures de plantes. Ils vont braver moult menaces pour rejoindre l'endroit d'où provient la corruption qui envahit les jungles. Selon les décisions prises par les joueurs au fur et à mesure des quêtes, l'issue de l'extension sera plus ou moins bonne. Maintenant, on va parler de l'emballage et de la qualité du matériel. Boîte carrée comme d'hab pour les grosses extensions avec de jolis motifs sur les côtés. La mise en page reste la même, l'illustration est toujours de Max Dunbar et elle met à l'honneur les nouveaux héros, ainsi que certains monstres qu'on peut retrouver dans l'extension. Je l'avais dit durant la vidéo ouvre-boîte, les tuiles me paraissaient de qualité inférieure que les précédentes. Et effectivement, le grammage du carton est légèrement moindre que les tuiles précédentes. Il n'y a plus la feuille de soie pour protéger le livre des quêtes qu'on avait pu avoir dans de précédentes extensions. Il n'y a plus la carte martyre qu'on retrouvait dans la prophétie et le tourment, donc on se retrouve de nouveau avec des cartes abîmées. Le thermoformage est toujours galère pour mettre et remettre les figurines. La couverture du livre de quêtes se retrouve affublée d'un petit bandeau rouge contenant un QR code qui vous envoie vers l'application HeroQuest Compagnon. C'est assez disgracieux, je trouve. Je pense qu'ils auraient pu éviter cela, car on retrouve le même QR code au dos du livret également. On retrouve comme presque toujours la boutique de l'alchimiste. Puis le contenu de la boîte. Ensuite les éléments en plastique et carton qu'on pourra retrouver dedans. Enfin la section Jouer les quêtes qui permettra aux joueurs sorciers de bien préparer cette extension. Mais aussi de proposer des règles optionnelles. On verra tout cela au fur et à mesure de cette vidéo. Maintenant, on retrouve le message de mentor qui sert d'introduction à l'extension. En dessous, un guide pour bien lire les cartes de quête. Et ensuite, on passe aux quêtes. On ne va pas les feuilleter pour ne pas divulgacher l'intrigue. D'ailleurs, chose super cool, dans cette extension, c'est le fait de pouvoir choisir le chemin que l'on souhaite suivre à la fin de certaines quêtes. Ce qui fait qu'à la fin de l'extension, nous avons le droit à 3 conclusions plus ou moins différentes. C'est assez sympa, je trouve. En continuant notre lecture, on retrouvera la liste des monstres présents dans la jungle. D'ailleurs, on peut remarquer une erreur. Ils auraient dû utiliser le mot rejeton au lieu d'engeance. Ensuite, il y a des remarques sur les monstres et des infos sur leurs capacités. Puis les artefacts et trésors qu'on pourra trouver tout au long de cette aventure. Et enfin la section « Créez vos propres quêtes ». Ici, on peut voir qu'il y a quelques soucis. La carte vierge n'est pas présente, l'icône de la statue est minuscule comparée aux autres.
Ce qui est le pire pour moi, c'est qu'aucune tuile de l'extension n'est représentée ici. Donc pour créer vos propres quêtes avec les tuiles des jungles de Deltrac, bah c'est BZ. On a vu l'arrière du livret tout à l'heure, donc on ne perd pas de temps dessus, et on passe tout de suite aux nouveaux héros contenus dans l'extension. Ce sont 2 nouvelles classes de héros qui nous sont offertes dans les jungles de Deltrac. Commençons par l'explorateur. C'est une classe de personnage assez sympa, faisant penser aux nains. Ses caractéristiques sont 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 5 points de vie et 5 d'esprit. Et il commence avec une hachette. Il possède 3 compétences dont 6e sens. Une fois par tour, quand le joueur pioche une carte piège dans le paquet de cartes trésor, il pourra mettre la carte en dessous du paquet et en piocher une nouvelle. Attention, ça ne fonctionne pas avec les cartes de monstres errants, chasseurs de trésors. Si le joueur qui incarne l'explorateur tire une carte trésor dont la récompense est des pièces d'or, il en gagne 25 de plus. Expert en piège. Une fois par tour, quand le joueur se déplace sur une case adjacente à au moins un piège, Zargon doit prévenir le joueur de la présence d'un piège. Armé de sa hachette, l'explorateur est prêt à se frayer un chemin dans la jungle. Sur son dos, un sac bien rempli qui l'aidera à mener à bien les quêtes. 2 figurines nous sont proposées, une version masculine et une version féminine. D'ailleurs, celle-ci semble un tout petit peu plus grande. Passons maintenant au Berserker, une classe de héros que je trouve vraiment pas mal. Les caractéristiques de celle-ci sont 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 7 points de vie et 2 d'esprit. Le perso commence avec une épée barbare. C'est exactement les mêmes stats que le barbare à 1 point de vie près. Et effectivement, le Berserker a 1 point de vie en moins, mais il possède 3 compétences vraiment pas mal. Commençons par coup pour coup. Si vous avez 5 points de vie ou moins, il est possible, une fois par quête, d'attaquer immédiatement un monstre adjacent qui viendrait de vous infliger des dégâts. Frénésie. Vous pouvez l'utiliser une fois par quête, et cela si vous avez 3 points de vie ou moins. Elle est considérée comme une action. Vous faites une attaque unique qui cible tous les monstres à côté du Berserker, qu'ils soient adjacents ou en diagonale. Rage. C'est une action qu'on peut utiliser une fois par quête. S'il le désire, le héros peut perdre jusqu'à 2 points de vie et immédiatement attaquer en ajoutant un nombre de dés d'attaque égal au point de vie perdu. Que ce soit la version masculine ou féminine, les 2 figurines claquent. Même si je trouve que la posture de la figurine masculine est bien étrange. Si vous avez déjà utilisé une hache, vous verrez qu'il y a un souci. Essayez de la reproduire chez vous et dites-moi ce que vous en pensez. Dans cette nouvelle extension, nous avons le droit à 2 animaux alliés, le croc de sabre. Au début, je pensais à une mauvaise traduction de Sabertooth, car je pensais à un tigre à dents de sabre. Mais non, son nom en anglais est Saberfang, qui effectivement veut dire croc de sabre. Cette grosse peluche a les statistiques suivantes. 10 cases de déplacement, 2 dés d'attaque, 3 de défense, 5 points de vie et 1 d'esprit. Il peut attaquer en diagonale, il se déplace sans contrainte sur les terrains difficiles et les oubliettes lorsque celles-ci sont révélées. Que dire sur cette figurine? La posture ne me semble pas naturelle pour un félin. Elle collerait mieux pour un ours. J'ai l'impression qu'il veut faire un gros câlin à son adversaire. Et l'espèce de crinière dont il est affublé me semble bien trop grosse. On dirait qu'on lui a fait un brushing. Maintenant, voyons le Vélociraptor, qui est moins bien que le croc de sabre au niveau des stats. Ses caractéristiques sont 8 cases de déplacement, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 3 points de vie, 3 points d'esprit. Il peut se déplacer avant et après avoir effectué une attaque. Et accrochez-vous, il peut ouvrir les portes, chose que les autres compagnons ne peuvent pas faire. Vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est un clin d'œil au film Jurassic Park, premier du nom. Juste les 2 raptors, c'est sûr. Le 3e ne peut pas s'échapper. Non. À moins qu'il sache ouvrir les portes. La figurine est sympa, nous ne sommes pas habitués à voir un dinosaure avec des plumes, mais cela est confirmé par les scientifiques. En revanche, il ne volait pas. C'est peut-être l'ancêtre des poules.
Maintenant, parlons des monstres que nous allons rencontrer dans cette extension. Nous retrouvons l'archer-squelette déjà vu dans l'extension La Horde des Ogres. Il a les stats suivantes. 6 cases de déplacement, 2 dés d'attaque contre les cibles non adjacentes, sinon c'est 1 dé d'attaque contre les cibles adjacentes. 2 dés de défense, 1 point de vie et 0 point d'esprit. La figurine représente un archer-squelette prêt à décocher une flèche. La pointe de celle-ci est d'ailleurs plutôt grosse. Je ne sais pas ce qu'il compte chasser avec, mais elle va faire de sacrés dégâts. J'aime beaucoup sa cagoule en côte de maille. Passons à l'archer gobelin. Lui aussi, on a pu le voir dans l'extension La Horde des Ogres. Il possède un déplacement de 10 cases, 2 dés d'attaque contre les cibles non adjacentes et 1 dé d'attaque si la cible est adjacente. 1 dé de défense, 1 point de vie et 1 point d'esprit. 2 figurines sont proposées, l'une avec un boomerang et l'autre avec une bombe. Elles sont plutôt bien détaillées. Voyons maintenant les monstres inédits de cette extension et commençons par les tisseurs de corruption. Ce sont eux qui répandent la corruption de la terreur dans les jungles de Deltrac. Ils ont un air de déjà-vu si on les compare aux cultistes de la terreur que nous avons pu rencontrer dans la Lune de la Terreur. Ils possèdent les mêmes stats, c'est-à-dire 7 de déplacement, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 1 point de vie et 2 points d'esprit. Chaque tisseur aura le droit de lancer une fois par quête les sorts Flux de la Terreur et Étreinte végétale. On reparlera de ces sorts un peu plus loin dans cette vidéo. Une figurine sympathique et portant un masque en forme de tête de mort. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, nous l'avons déjà croisé dans la Lune de la Terreur sous un autre nom et fait dans un plastique d'une autre couleur. Maintenant, passons au Vélociraptor ennemi, créature féroce qui a été corrompue par les pouvoirs de la terreur. Celle-ci n'a pas les mêmes stats que le Vélociraptor allié. Il est plus fort mais moins résistant. Ses statistiques sont 8 en déplacement, 3 en attaque, 2 en défense, 2 points de vie et 3 points d'esprit. Il possède la compétence Tacticien rusé. On vous parle des compétences juste après la présentation des monstres. La figurine est identique à celle qui est alliée au héros, seule la couleur du plastique change. Les horreurs corrompues sont des créatures mortes-vivantes qui sont animées par la corruption de la terreur. Elles possèdent 6 cases de déplacement, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 2 points de vie et 0 point d'esprit, mort-vivant oblige. Elles ont la capacité racine entravante. Il s'agit d'une figurine un peu fourre-tout. On retrouve des racines, des cristaux, des os, des serres de poulet, une main griffue et des pattes d'elfe en moumoute. Elle va être rigolote à peindre celle-là. Nous avons également les rejetons. Ces monstres sont représentés par des tuiles et non des figurines. Certaines représentent des araignées, d'autres des serpents, mais aussi des 1000 pattes. Les rejetons sont créés par des monstres ayant la capacité engeance. Si un héros termine son tour avec une tuile de rejeton sur sa carte, il subit 1 point de dégâts pour chaque tuile rejeton sur sa carte. Il est impossible de se défendre de cette attaque. Si un rejeton tue un héros, les jetons doivent se placer sur les cases libres à proximité de la case occupée par le héros défunt. Les statistiques des rejetons sont 3 cases de déplacement, 0 en attaque et en défense, 1 point de vie, 0 en point d'esprit. Ils possèdent les compétences venimeux et agile. Je trouve que les monstres que nous allons voir ensuite sont vraiment sympas. Leur socle occupe 2 cases, donc il faudra appliquer la règle gros monstre, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer sur les 10 cases qui leur sont adjacentes. On commence avec l'araignée infectée. Cette créature est créée par la magie de la terreur. Ses longs crocs sécrètent un venin paralysant et elle peut engendrer des rejetons. Ses statistiques sont les suivantes. 7 cases de déplacement, 4 dés d'attaque, 4 dés de défense, 3 points de vie et 4 points d'esprit. Elle a les compétences engeance, agile et venimeux. L'une des plus grosses figurines de cette boîte. Elle en impose et c'est d'ailleurs ma préférée. J'ai hâte de la peindre car on peut faire un super rendu avec. Maintenant, nous allons parler d'une créature qui se tapit dans les marécages et les broussailles de la jungle. La magie de la terreur l'a corrompue, je vous présente le serpent géant. Il a 8 cases de déplacement, 4 en attaque et 3 en défense. 6 points de vie et 3 en esprit. Il a les capacités engeance et venimeux. Une belle figurine avec tout un travail de détail au niveau des écailles de sa peau. Je trouve qu'elle aurait mérité d'être un peu plus grande pour pouvoir rivaliser avec l'araignée. Le saint géant a été corrompu lui aussi par la magie de la terreur. Les stats de cette grosse bébête poilue sont 8 en déplacement,
4 en attaque et 3 en défense, 7 points de vie et 5 points d'esprit. Elle possède la capacité agile. Cette figurine en impose. Beaucoup de détails également au niveau des poils. Il y a juste les avant-bras que je trouve trop gros à mon goût. Ne vous inquiétez pas si vous remarquez que le son est différent, c'est l'Alken du futur qui vous parle. Je suis en train de monter la vidéo et je remarque qu'on a oublié une figurine. Car celle-ci n'a pas de carte. Elle est passée à la trappe. Elle représente un sorcier gobelin qu'on retrouvera dans une quête. J'aime beaucoup cette figurine, la sculpture est vraiment belle. Passons à présent aux capacités des monstres que nous avons précédemment cités. Agile. Les monstres possédant cette capacité n'ont aucune pénalité sur les terrains difficiles. Ils pourront aussi se déplacer librement sur les cases contenant un héros ou du mobilier, comme si celle-ci était vide. Engeance. Le serpent géant et les araignées infectées ont la capacité Engeance. À chaque fin de tour de chaque héros, si l'un de ces monstres est actif, il pourra faire l'une des actions suivantes. Créer un rejeton de son type sur une case inoccupée et adjacente au monstre qui utilise la capacité. Ou déplacer tous les rejetons actifs de ce type. Quand je dis de ce type, il est entendu que le serpent géant crée des rejetons de serpent géant et l'araignée infectée crée des rejetons araignées. Les rejetons sont de petites créatures et ne bloquent donc pas le champ de vision. Ils peuvent s'accrocher à un héros, il faudra alors placer la tuile du rejeton sur la fiche du héros. Le rejeton est considéré comme partageant la même case que sa proie, mais est considéré comme adjacente pour les attaques. Si un rejeton s'est agrippé à un héros, le héros perdra un point de vie à la fin de son tour et ne pourra pas se défendre face à cette attaque. Si plusieurs rejetons sont accrochés à un même héros, ils sont considérés comme des monstres différents. Donc, une attaque égale un rejeton. On va prendre l'exemple cité dans le livre des quêtes. Les héros combattent un serpent géant. Le tour du barbare prend fin, le serpent géant décide de créer un rejeton. On place donc le jeton sur une case inoccupée et adjacente au serpent. Le nain joue son tour. À la fin de celui-ci, le serpent décide de déplacer tous les rejetons actifs. Ici, nous n'en avons qu'un. Les rejetons peuvent se déplacer de 3 cases, on parvient à le déplacer sur la case de l'elfe. On place le jeton sur la carte de l'elfe. Ça tombe bien, c'est à son tour de jouer. Mais manque de chance, il loupe son attaque contre le rejeton. Fin du tour de l'elfe. Comme il a un rejeton sur lui, il perd un point de vie. Malheureusement, l'elfe meurt de cette attaque. Le jeton revient sur le plateau sur une case adjacente à celle où se trouvait l'elfe. Le serpent géant peut alors décider de bouger ses rejetons ensuite ou de créer un nouveau rejeton. Cela a été confirmé sur le Discord d'Avalon Hill par Doug Hopkins, l'un des game designers. On vous affiche le screen. Dernière chose, avoir un rejeton sur soi n'empêche en rien de se déplacer. Le rejeton restera agrippé au héros. Cette capacité me fait penser à un célèbre film. J'imagine les héros dans le même cas. Je marche sur quelque chose. Oui, il y a quelque chose sur le sol. C'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. Sûrement pas des gâteaux secs. Attends. Racine entravante. Si un héros se déplace sur une case adjacente à un monstre possédant cette capacité, le déplacement du héros prend fin immédiatement. Certaines obstructions, comme par exemple les murs et les portes fermées, bloquent cet effet. Tacticien rusé. Les monstres ayant cette capacité peuvent se déplacer avant et après avoir fait une action. Attention, ce paragraphe peut prêter à confusion. On va prendre l'exemple du Vélociraptor. Il pourra se déplacer de ces 8 cases de déplacement en 2 fois et non faire 2 fois 8 cases de déplacement. Cette capacité lui donne aussi la possibilité de lancer un dé d'attaque supplémentaire quand il cible un héros adjacent ou en diagonale par rapport à un autre monstre. On refait un exemple pour la compréhension, c'est parti. Ici, le Vélociraptor attaque le barbare de son attaque normale, soit 3D car il n'y a aucun monstre aux alentours. Par contre, dans ce cas, le barbare est adjacent à un autre monstre. Le Vélociraptor pourra donc lancer 4 dés d'attaque.
3 dés car c'est son attaque normale et 1 dé supplémentaire grâce à sa capacité tacticien rusé. Venimeux. Un héros qui subit des dégâts d'un monstre possédant la capacité venimeux devient paralysé. Il pourra lancer immédiatement un dé rouge s'il obtient 5 ou 6, l'effet prend fin. Sur un autre résultat, il faudra placer un jeton venin sur la carte du héros. Durant son tour, le héros ne pourra pas se déplacer, mais pourra toujours faire des actions. L'effet se dissipe à la fin de son tour. Nous allons parler maintenant des sorts de la terreur. Ça va aller assez vite, car dans cette extension, il n'y en a que 2, dont un que nous avons déjà vu dans la Lune de la Terreur. D'ailleurs, nous allons parler de celui-ci tout de suite. Flux de la terreur. Le héros qui sera la cible de ce sort devra lancer un dé rouge. Si des monstres sont adjacents au lanceur de sort, il faudra rajouter un point de plus pour chaque monstre au résultat obtenu précédemment. Sur un total de 1 à 3, le héros résiste au sort. Sur un total de 4 ou 5, la cible perd 1 point de vie. Sur un total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Si Zargon joue bien son coup, je pense qu'il est facile de faire perdre les 2 points de vie facilement. Maintenant, voyons le second sort de la terreur qui s'appelle étreinte végétale. Il faudra placer une tuile de liane agrippante sur la carte du héros ciblé. Celui-ci devra lancer un dé de combat. S'il obtient un crâne, il perd 1 point de vie et les lianes l'empêchent de quitter la case où il se trouve. Le héros ciblé ou un héros adjacent peuvent utiliser une action pour détruire les lianes et ainsi libérer la cible. Dans cette extension, c'est le retour des cartes alchimie que nous avons pu découvrir dans la Lune de la Terreur. Mais cette fois, les potions ne sont plus craftables, c'est-à-dire qu'il est impossible de les créer soi-même, ce qui est vraiment dommage. Dans une jungle, on aurait pu supposer trouver des tonnes de plantes servant de réactifs. Eh bien non. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elles sont classées alchimie, alors qu'on ne peut pas les créer. Pourquoi ne pas les avoir mises simplement dans les trésors ? Je suis quasiment sûr que les game designers sont passés à côté de quelque chose ici. Surtout quand on voit qu'il y a 2 tuiles qui nous rappellent la tuile de refuge présente dans la Lune de la Terreur. Bref. Il y a donc 4 cartes, ce sont toutes des potions qu'on pourra acheter à la boutique de l'alchimie entre les quêtes. Commençons par la potion de guérison. Après avoir déboursé 500 pièces d'or pour l'acheter, on pourra l'utiliser en lançant un dé rouge et récupérer autant de points de vie que le résultat obtenu. Sans dépasser vos points de vie max bien sûr. Maintenant parlons de l'élixir d'agilité arachnéenne qui vous coûtera 100 pièces d'or. En buvant cette potion, il sera possible de se déplacer sans malus sur les oubliettes révélées, les terrains difficiles, traverser les cases occupées par du mobilier ou un monstre. Les effets de la potion prennent fin dès qu'on subit des dégâts. Je pense que cette potion sera très utile pour prendre en tenaille des monstres et ainsi jouer plus stratégiquement. Voyons la potion de sang de serpent qui coûte 50 pièces d'or à la boutique de l'alchimiste. Cette potion permet d'annuler la paralysie causée par les créatures venimeuses. Ce sera un incontournable pour éviter les mauvaises surprises durant les quêtes. Et enfin, la potion de sagesse ancestrale, elle coûte 400 pièces d'or et un héros ne pourra en utiliser qu'une par quête, car c'est vraiment une potion à avoir dans son équipement. En la buvant, un héros pourra récupérer une capacité ou un sort qu'il aura déjà utilisé. Découvrons maintenant les nouvelles cartes trésors. Durant leur exploration, les héros pourront trouver une relique naine ancienne qui peut être vendue 50 pièces d'or. Après avoir pioché cette carte, il faudra la mettre de côté jusqu'à la prochaine quête. Les aventuriers pourront également trouver au détour d'un couloir un cœur d'émeraude de Deltrac. C'est une pierre précieuse qui vaut 75 pièces d'or. Ne remettez pas la carte dans le paquet jusqu'à la prochaine quête. Que serait le deck trésor sans les cartes pièges ? Dans les jungles de Deltrac, il sera possible de découvrir une petite statuette qui émettra un cri strident. Il faudra lancer un dé rouge pour chacun des points d'esprit du héros qui aura pioché la carte. Sur le résultat d'un 6, le héros résiste. Sur un autre résultat, le héros perd 2 points de vie et son tour prend fin. Il faudra remettre cette carte sous la pile trésor. Un autre piège sympa, un héros découvre un panier en osier quand soudain un 1000 pattes saute sur le héros. Placez une tuile de rejeton de 1000 pattes géant sur la carte du héros, son tour prend fin immédiatement. Placez la carte sous la pile trésor. Passons aux artefacts et commençons tout d'abord par les bracelets de la nature. Ces bracelets en cuir pourront être combinés avec un casque et un bouclier. Ils permettent de lancer un dé de défense supplémentaire,
mais aussi de rajouter 2 cases de plus à son déplacement et de se déplacer librement sur les cases occupées par du mobilier ou sur un terrain difficile. Le ceinturon de force permet de lancer un dé d'attaque supplémentaire mais ne s'applique pas sur les attaques à distance. Il ne pourra pas être utilisé par l'enchanteur. Voyons un artefact que je trouve assez sympa, c'est le bracelet garde-croc. Une fois par quête, il permet d'appeler un compagnon Vélociraptor. Si celui-ci est vaincu, il faudra attendre que le héros réussisse 2 quêtes sans son aide pour rappeler son compagnon. Dans les jungles de Deltrac est cachée une relique légendaire nommée le crâne de saphir. Cette arme permet de lancer 2 dés d'attaque contre un monstre se trouvant dans le champ de vision du porteur. Cette carte me fait un peu rire, car son nom est le crâne de saphir. Et si on lit la description, il est dit qu'il est fait en pierre de cobalt. Saphir, cobalt, ce n'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, le cobalt n'est pas une pierre. Je dis ça, je dis rien. C'est de nouveau l'Alken du futur qui vous parle. Je tiens à apporter une précision sur le crâne de saphir. Cet artefact n'est pas une arme. Son utilisation est considérée comme une action. Et voilà, je retourne à mon montage. Regardons ensemble une autre relique très importante pour le peuple nain, le diadème de Forgebraise. Cet artefact augmente de 1 les points de vie du porteur et permet de lancer un dé de défense supplémentaire. Le diadème ne peut pas être combiné avec le casque. On va parler maintenant des tuiles et jetons. Je l'ai déjà dit durant cette vidéo, mais les tuiles et jetons sont de qualité légèrement moindre qu'avant. Je vous rassure, c'est vraiment léger, rien de méchant. Dans le livre des quêtes, il n'y a aucune explication concernant les tuiles. Souvenez-vous, dans l'horreur des glaces, nous avions le droit à 3 pages expliquant les tuiles et jetons. Et là, aucune trace de ce que pourraient représenter les tuiles. C'est assez galère pour s'y retrouver. On va regarder ça de plus près en commençant par les jetons. Dans cette extension, nous retrouvons des jetons symbolisant des têtes de mort. L'une sert à représenter les blessures que les monstres ont subies et l'autre à représenter le venin. On trouvera 3 nouveaux terrains difficiles, le sable, la toile et la jungle. Ils sont matérialisés par des jetons de différentes tailles qui vont de 1 à 4 cases. Ce jeton symbolise le piège à liane agrippante. Si un héros marche dessus, il devra lancer un dé de combat. S'il obtient un crâne, il doit se retirer un point de vie. Son tour se termine immédiatement. Le héros ne pourra plus bouger sauf si lui ou l'un de ses compagnons adjacents utilise une action pour détruire les lianes. Certains jetons représentent des personnages que les héros pourront rencontrer durant leur exploration. Tarn le nain, Festeracine le plantéen et la sorcière du destin. Les rejetons que nous avons déjà vus auparavant. Mille-pattes géants, serpents et araignées infectées. Il y a également des jetons pour représenter des cases obstruées façon jungle. Des cocons qui peuvent renfermer des trésors ou autres. On retrouve aussi des jetons pour symboliser l'emplacement d'un héros mort. Voici une tuile représentant un golem cœur de forge, puis ces deux-là. Vraiment j'hésite. Une pioche, une masse, des gravats. Est-ce que ça représente un filon de minerai? Si vous avez des idées, je suis curieux de les connaître. Ensuite, nous avons un pont de corde. Au dos, on retrouve un endroit où il ne faudra pas trop s'attarder, je pense. La tuile de la fissure planaire, celle du sion de la putréfaction, une tuile représentant un passage à guet, une autre avec un feu de camp et des duvets. Dans le même esprit, voilà une tuile qui représente un intérieur avec une marmite et des contenants. Avouez que ça fait vachement penser à la tuile refuge de la lune de la terreur. Puis une tuile nous montrant une flore corrompue. Et au dos, un truc plus soft niveau couleur, une petite mare dans la jungle. Je ne suis pas fan de ces tuiles qui font trop travailler par ordinateur. Je préfère quand ça ressemble plus à des illustrations traditionnelles que de l'infographie. Mais ça, c'est une question de goût. Avec cette nouvelle extension, nous avons le droit à quelques éléments de décor supplémentaires, tels que cette magnifique statue sur son piédestal. Elle est vraiment sympa. Mais nous avons également le droit à une pile de trésors, dont le nom officiel est réserve. J'attire votre attention sur le coffre, je trouve qu'il est mal proportionné. En gros, il arrive au niveau du ventre d'une figurine d'aspect humain. Il n'a pas de poignée pour le transporter. Pas très pratique tout ça. Nouveautés notables, telles que le cercle de pierre. Celui-ci peut former un bassin, un amas de cristaux ou un feu de camp. Ils ont chacun leur spécificité. Le bassin par exemple ne bloque pas le champ de vision. Les créatures pourront le traverser mais ne doivent pas finir leur tour dessus. Un héros qui chercherait un trésor dans une pièce contenant un bassin a la possibilité de regagner un point de vie au lieu de piocher une carte trésor.
En y ajoutant cette pièce, le cercle de pierre devient un amas de cristaux. Celui-ci bloque le champ de vision et ne peut pas être traversé. Les cristaux possèdent 6 points de vie, ils ne peuvent pas se défendre et sont remplis d'énergie de la terreur. Un monstre adjacent à l'amas qui lancerait le sort flux de la terreur rajouterait 1 à son résultat. En plaçant cette pièce sur le cercle de pierre, celui-ci devient un feu de camp. Il ne bloque pas le champ de vision, on peut le traverser, mais la créature traversant le feu devra lancer un dé de combat. Sur le résultat du crâne, elle subit 1 point de dégâts. Parlons maintenant des règles optionnelles que nous pourrons trouver dans cette extension. Mort d'un héros, 3 difficultés. Les jungles de Deltrac proposent 3 modes de difficulté, qu'on peut facilement proposer dans les autres extensions. Ces modes de difficulté ne concernent que l'action à avoir lors de la mort d'un héros. En mode standard, on suit les règles du système de base. Un héros qui arrive à 0 point de vie est mort. On le retire du plateau et son aventure s'arrête ici. En mode héroïque, les héros qui atteignent 0 point de vie sont considérés hors combat. Il faudra remplacer la figurine du héros par le jeton équipement correspondant au héros. Bien sûr, Avalon Hill a fait des jetons uniquement pour les 4 héros de base. Donc, après avoir mis le jeton d'équipement, le héros mettra sur sa fiche un jeton tête de mort à la fin de son prochain tour. Et s'il commence un nouveau tour en ayant un jeton tête de mort sur sa fiche, il meurt. Entre-temps, un autre héros pourra essayer de le soigner. Pour cela, il faudra qu'il soit adjacent au jeton d'équipement. Il devra utiliser une action pour administrer une potion à la victime. Si un monstre est adjacent au jeton d'équipement ou au héros qui souhaite prodiguer les soins, il n'est pas possible de le secourir. Mais si cela fonctionne, retirez le jeton tête de mort, le jeton équipement et remettez sur le plateau la figurine. En mode saga, jouez comme en héroïque, sauf qu'il ne faut pas poser de tuiles tête de mort sur les fiches de personnages des héros. Les héros mis hors de combat regagnent 1 point de vie si aucun monstre n'est actif. Quand on dit actif, c'est qu'il est présent sur le plateau. Par contre, si les 4 héros sont mis hors de combat, cette fois ils sont considérés comme morts. Lanceur de sort est la mort. En mode héroïque et en saga, un lanceur de sort mis hors de combat pourra immédiatement lancer un sort de guérison sur lui-même, et cela même s'il a déjà utilisé une action pendant son tour. Ordre de jeu. Dans les règles d'HeroQuest, l'ordre de jeu d'un round est que le joueur à la gauche du joueur sorcier commence, puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour finir par le joueur sorcier. Ici, les joueurs peuvent décider de changer leur ordre durant un round, mais celui-ci devra finir comme d'habitude par le joueur sorcier, ce qui permet plein de possibilités stratégiques. J'ai fait en sorte d'épurer tout au long de cette vidéo certains problèmes afin que la partie erreur ne soit pas trop conséquente. Parce que, comme d'hab, il y a des petits soucis par-ci par-là. Les erreurs restantes sont présentes dans le livre des quêtes. Attention spoiler, car nous allons voir les quêtes en détail. Si vous ne voulez pas regarder, allez directement au prochain chapitre en suivant le chapitrage de YouTube. Nous allons donc voir maintenant les erreurs dans le livre des quêtes en suivant le sens de la lecture et nous commencerons donc par la page numéro 2 où il manque la petite ligne habituelle disant que les potions ne peuvent être achetées qu'entre les quêtes. Page 12, la statue de la note A est à l'envers. Elle regarde le mur. Allez, t'es puni, tu vas au coin. Page 14, l'établi d'alchimiste et le râtelier sont également à l'envers. Vous allez peut-être dire que je chipote, mais moi ça me choque. Page 17, ce n'est pas précisé, mais Tismore, la reine de la corruption, a bel et bien les capacités d'une araignée, c'est-à-dire engeance, agile et venimeux. Cela a été confirmé par Doug Hopkins, le game designer en chef de HeroQuest. Page 18, le coffre Repéréa et le pupitre de sorcier sont placés à l'envers. Page 20, l'icône du râtelier est à l'envers. Page 22, le pupitre de sorcier est à l'envers, mais aussi la réserve. Page 23, à la note C, il est dit qu'une araignée peut s'enfuir vers la forge avec le cadavre d'un héros. Mais on ne sait pas où se trouve la forge, car ce n'est pas indiqué. On suppose que c'est en A, mais rien ne l'assure. Toujours dans cette quête, lorsque les héros l'ont fini, il faudra se diriger à la quête 8 et non en quête 9 comme indiqué. C'est la plus grosse erreur que j'ai relevée. Maintenant, en page 24. Faites attention, le mur entre les pièces repérées B et C est effacé par les tuiles, mais il y a bien un mur ici. Page 26. L'icône de la statue est à l'envers. Page 28. La réserve est à l'envers. Page 29. À la note C, il est mentionné un coffre, mais comme vous le voyez sur la carte,
aucune icône de coffre n'est présente. À la note F, on retrouvera l'erreur de traduction « voix hors là » au lieu de « voix lointaine ». Et enfin, toujours en page 29, il est dit que tous les guerriers de la terreur sont des momies arcaniques, et donc l'icône du monstre errant devrait être celle d'un guerrier de la terreur et non d'une momie. Page 35, les formes d'araignées et de singes de Gretzle peuvent utiliser les sorts et capacités qu'elle possédait dans sa forme normale et dont elle ne s'est pas servie. Par contre, pour les sorts, une fois utilisés, c'est fini. Ça ne revient pas au changement de face du monstre. Faudrait peut-être pas déconner. Page 40, le coffre repéré B est à l'envers. Et dernière erreur, rien de méchant, c'est en page 48 que ça se passe. C'est dans le paragraphe concernant la capacité tacticien rusé. Il y a un A accent grave qui est de trop à un moment. La mise à jour des jungles de Deltrac pour l'application est sortie le 9 janvier 2025, environ 5 mois après la sortie de l'extension physique. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Nous allons voir ce qui, selon moi, rend cette extension sympa, et ensuite on verra les points négatifs. Tout d'abord, comme à chaque extension, le fait d'avoir du nouveau contenu pour mon jeu préféré est juste un plaisir. De plus, il y a des nouveaux héros, des nouveaux monstres, bref, plein de nouveautés, ce n'est pas du réchauffé. Le fait de choisir son chemin à la fin de certaines quêtes est vraiment bien. Ça fait moins dirigiste qu'habituellement, on est, entre guillemets, libre de ses mouvements. Maintenant, voyons ce qu'il me déplaît dans cette extension. Tout d'abord, on rencontre toujours les problèmes de packaging. Les liens papier qui abîment les cartes, le thermoformage trop serré, les petites coquilles par-ci par-là, les règles ambiguës ou pas assez bien expliquées, sans Discord et les clarifications de raids de Doug Hopkins, on serait mal. Bref, du HeroQuest 2021 habituel. On va maintenant vous donner notre avis sur les jungles de Deltrac. Le cadre de cette extension se passe dans une forêt tropicale où on retrouve des animaux exotiques et même des dinosaures. J'ai l'impression que ça trouble beaucoup de personnes. Mais personnellement, ça ne me choque pas. Dans le jeu Warhammer, on retrouve une jungle habitée par des hommes lézards et des dinosaures. Dans Donjons et Dragons, la péninsule de Shult est une grande jungle avec des civilisations oubliées depuis longtemps. Et devinez ce que l'on trouve dedans, des dinosaures bien sûr. Dans Conan également, plus d'une fois on le voit se battre avec des monstres qui ressemblent sacrément à des dinosaures. On trouve que ça change, c'est bien. Dans cette extension, il y a vraiment plein de nouveautés. Nouveaux monstres, nouveaux animaux alliés, les nouveaux héros sont bien trouvés et vraiment sympas. Ça nous offre de nouvelles possibilités stratégiques. Le contenu est inédit et sympa. Ça nous rallonge de nouveau les aventures de nos héros. C'est une extension intéressante qu'on pourra même refaire car plusieurs chemins s'offrent aux héros qui pourront ainsi découvrir de nouvelles fins. D'ailleurs, le fait de choisir son chemin est pour moi une idée vraiment innovante. J'espère qu'Avalon Hill continuera de développer cette approche dans les futures extensions. Alors oui, il y a des coquilles, le packaging pourrait être plus soigné, mais c'est peanuts comparé aux nombreuses nouveautés de cette extension. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez acquérir l'extension, n'hésitez pas à passer par nos liens affiliés se trouvant dans la description de cette vidéo. Ça donnera un coup de pouce à notre chaîne. En parlant de coup de pouce, cette vidéo nous a pris beaucoup de temps, donc si vous l'avez aimé, merci de la liker et de la commenter. Ça améliore le référencement sur YouTube. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et sur Discord. Ce serait sympa de discuter ensemble. Avant de vous quitter, petite info que vous avez peut-être loupée. Première lueur, le jeu de base accessible à tous sera disponible en mai 2025. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons fait plusieurs vidéos à son sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt, et d'ici là, prenez garde aux dédales.